on est en retard dans tout le processus. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'Emmanuel Macron, il a été exclu du groupe WhatsApp des présidents. Il a boudé. Le porte-avions Charles de Gaulle va arriver sur place d'ici 8-10 jours. Il était stationné en Suède. On lui a demandé de faire un demi-tour, direction la Méditerranée. Alors, il navigue à 1000 km par jour. Il faut regarder un peu ce que c'est le Charles de Gaulle, notre porte-avions. C'est 2000 personnes, 1200 marins, 90 de l'état-major, 600 ce qu'on appelle du groupe aérien embarqué, une trentaine d'avions Rafale, 3 avions de surveillance, des hélicoptères de combat, une capacité de 1000 missions aériennes en 10 jours. Le porte-avions qui ne se déplace jamais seul, il est escorté effectivement de ses frégates d'interception et il a même un sous-marin qui le précède, c'est ce qu'on appelle le sous-marin de protection. Alors, quand on regarde quelle est la mission qui lui a été confiée, c'est assurer la protection de nos ressortissants et soutenir nos alliés dans la région. On voit ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, il va être positionné en Méditerranée, les Iraniens, surtout les Iraniens, pardon, soyons précis, les gardiens de la révolution, c'est-à-dire c'est le pouvoir des mollahs, dit qu'ils ont la maîtrise du détroit d'Ormuz à 90%. Ce qui veut dire que vous avez des super tankers, des navires qui font des ronds dans l'eau en attendant de pouvoir passer. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faudra engager une espèce de bataille navale pour libérer le détroit d'Ormuz ? Est-ce que ce sont les Français qui vont livrer la bataille navale ? C'est au 32-16 que vous venez en parler avec les GG, avec les grandes gueules. Emmanuel de Villiers. Oui. Alors, la première remarque, c'est que le Charles de Gaulle, il devrait déjà être en Méditerranée. Il n'avait rien à faire en Baltique. Il faut quand même être un stratège de très haut niveau pour envoyer le Charles de Gaulle en Suède alors qu'on s'apprête à une confrontation majeure. C'est une mission de l'OTAN. Il était sur une mission de l'OTAN, totalement inutile qui était en fait un titillage de la Russie. Et c'était particulièrement déplacé parce qu'en termes logistiques, c'est pas la même chose d'être à Malmö en Suède et d'être en Méditerranée orientale. C'est un mouvement considérable qui pose des problèmes d'avitaillement, même des problèmes de morale des troupes qui changent complètement d'univers. Enfin, c'est une erreur de positionnement considérable. Alors maintenant qu'il y va, on peut considérer de manière mesurée qu'il est positionné à terme, donc dans quelques jours, suffisamment loin pour ne pas être impliqué dans les combats et suffisamment prêt pour pouvoir intervenir en cas de besoin. Alors moi, j'ai eu la chance de connaître cette zone. J'ai navigué dans le détroit d'Ormuz que j'ai passé il y a 2 ans sur un navire civil. J'ai pu constater que c'est un détroit dont on dit qu'il est petit, mais quand même, quand on est en mer, ça reste très grand. On voit les côtes iraniennes très au loin, avec des falaises. Quand on allume son téléphone, on reçoit le SMS « Bienvenue en Iran », c'est assez surprenant. Et l'autre caractéristique du détroit, c'est qu'il est très peu profond. Donc l'ensemble des bateaux navigants peut passer sans difficulté, mais il y a des endroits où il fait guère plus de 30 mètres, ce qui est quand même très peu profond compte tenu du trafic. Autre élément, les bateaux naviguent très lentement. Il y a une prescription de ralentissement. Font du 20-25 km/h, c'est très lent et le trafic est évidemment dense en évitant toutes les collisions. Est-ce qu'on a eu raison d'envoyer le Charles de Gaulle là ? Oui, je pense que l'un dans l'autre, indépendamment de toute polémique et de tout aspect partisan, c'était une décision... Et toi qui es loin d'être un va-t-en-guerre, qui est plutôt pour la négociation... C'était une décision nécessaire de le positionner dans la zone où il va être. Il est aussi très mobile, puisque quand on bouge 24 heures sur 24, on peut parcourir des distances importantes en 48 ou 72 heures. Non, c'est une décision de sagesse qui est incontournable eu égard aux intérêts français dans toute la vaste zone. À partir du moment où on est en retard dans tout le processus, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'Emmanuel Macron, il a été exclu du groupe WhatsApp des présidents, il a boudé. En même temps, tu fais pas mine de découvrir que sur le Proche et Moyen-Orient, c'est pas notre zone. Oui, bien entendu, mais en plus... Même si on a des accords alliés avec le Charles de Gaulle arrive dans 8-10 jours. Bon, si le conflit est fini d'ici là, c'est-à-dire on va encore être ridiculisé, évidemment qu'il faut le faire. Mais par rapport à la position d'Emmanuel Macron, il y a quelque chose qui me marque, c'est toujours cette volonté de vouloir montrer j'y étais, comme un petit enfant qui s'agite. Il a eu Donald Trump au téléphone, si tu veux. J'imagine que les états-majors sont aussi en lien pour dire on va avoir besoin de vous, d'abord on tape, ensuite on aura besoin d'une logistique ou d'un appui, si tu ne veux pas non plus dénigrer systématiquement le rôle de la France. On ne sera là qu'en appui, en fait. La réalité, c'est qu'est devenue la France. La France qui a une grande armée, la France qui a la force de dissuasion nucléaire, la France qui est à l'origine de la création de l'Europe telle qu'on la connaît. C'est sous Valéry Giscard d'Estaing que le Conseil européen, qui deviendra le Parlement européen secret, on est en retard dans tout. Donc là, il faut le faire. Mais c'est à la limite, c'est quoi ? C'est le mieux vaut rire que pleurer. Mieux vaut faire cela que de ne rien faire. Mais Emmanuel Macron, dans 1 an, il n'est plus là en plus. Donc en réalité,
toute velléité de grand stratège qu'il veut s'attribuer n'influera aucunement dans la géopolitique Laura, mondiale. Avant de t'écouter, nous sommes avec l'amiral Coldefis et l'ancien commandant du porte-avions Clémenceau. Bonjour amiral, merci d'être avec nous. Alors là, précisément, que va-t-il se passer sur les 8-10 jours à venir pour le Charles de Gaulle alors ? Vous avez cité le Clémenceau que j'ai commandé. Je vais vous faire un petit rappel historique. Pendant la guerre en Irak, pendant 14 mois, de 87 à 1988, jusqu'à la fin de la guerre en Irak, le Clémenceau a été déployé avec le groupe aéronaval. Il était dans la mer d'Oman avec un groupe de porte-avions américains pour sécuriser notre trafic et sécuriser le détroit d'Ormuz. Il y avait des frégates aussi françaises qui accompagnaient nos bateaux. Donc, et c'était une décision à l'époque du président de la République, François Mitterrand. Donc, on est dans un schéma relativement classique de protection du trafic qui est perturbé par, à l'époque c'était la guerre en Irak, maintenant c'est l'engagement américano-israélien sur l'Iran et les conséquences sur toute la région du Golfe. Et donc on va recommencer, mais à l'époque bien sûr c'est passé en dessous des radars des médias, et en gros je vous en veux pas de ne pas le savoir, mais je tenais à le rappeler. Alors maintenant le Charles de Gaulle, il est, je dirais, c'est une force de frappe très puissante, plus de 30 rafales, plus un groupe qui l'accompagne, des frégates qui ont des missiles de croisière, des sous-marins nucléaires, un sous-marin nucléaire d'attaque qui a également des missiles de croisière comme les Tomahawk. Et donc ça, c'était une force de frappe considérable. Alors elle peut être déployée soit dans la Méditerranée orientale, comme ça très souvent été le cas pour les porte-avions français, pour les affaires en Syrie, au Liban, etc., en Israël, ou plutôt dans la mer d'Oman, si on décide de faire sur une base plus européenne, parce qu'autour du Charles de Gaulle, il y a toujours des bateaux européens, les alliés. Mais sur une base plus européenne, je veux dire, la protection du trafic maritime, l'ouverture des voies, le contrôle de la situation dans les détroit d'Ormuz. Voilà en gros les deux missions qui peuvent être... Amiral, parce que la sécurisation c'est une chose, mais là les gardiens de la Révolution sont en train de dire on le contrôle à 90%. Ça veut dire que c'est une entrave, là, ce qu'ils font au commerce mondial. Est-ce que ça veut dire, là pour nous les Français, on va suivre l'arrivée du Charles de Gaulle au fil des jours? Est-ce que ça veut dire qu'à un moment, le Charles de Gaulle pourrait recevoir l'ordre en accord, je sais pas, avec le président de la République et les forces américaines et israéliennes et peut-être des Émirats arabes unis, de dire il faut engager le combat, il faut libérer le détroit d'Ormuz? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, il faut qu'on ait en tête. Il faut qu'on ait en tête qu'on pourrait éventuellement être belligérant, quoi, qu'on pourrait engager le combat, quoi. Voilà, c'est ça. Non. Là, on n'attaque pas le territoire iranien. C'est dans l'hypothèse. Non. Les gardiens de la Révolution ou ceux qui bloquent, quoi. Enfin, je sais pas, les navires. En mer, il y a une liberté de circulation. On n'est pas sur le territoire national d'un pays. Il y a une liberté de circulation qui relève du droit international et qui doit être respectée. Et là, qui est entravée. Donc là, c'est une décision du président de la République. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. C'est trop fort. Bien sûr, c'est en cohérence avec les alliés, mais ça fait 75 ans qu'on travaille avec les alliés. Et moi, j'ai toujours travaillé avec les porte-avions américains, parfois pour des missions indépendantes, mais on sait travailler ensemble et les bateaux européens savent travailler ensemble. Donc il n'y a aucune connotation particulière de belligérance à l'encontre du territoire iranien. Là, on protège le droit international. Ouais. On peut rappeler que l'amiral Coldefis qui nous parle a été aussi major général des armées, c'est-à-dire numéro 2 de toutes les armées françaises. Oui, c'est ça. Oui. Merci amiral de nous avoir aidé à comprendre donc la mission du Charles de Gaulle. Merci d'avoir été avec nous, Laura Varton-Martinez. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'ont dit Emmanuel et Abel, dans le sens où, premièrement, oui, il faut qu'on intervienne, ne serait-ce que par des moyens de défense dans ce conflit. Moi, ce que je déplore, c'est que la France n'ait pas été initiatrice. Mais même initiatrice, on a énormément de ressortissants iraniens et iraniennes qui ont demandé de l'aide. Je vois des Iraniens qui... Enfin, moi, c'est un mouvement que je suis depuis assez longtemps, surtout sur le plan Femmes, Vie, Liberté, et qui me révolte. Donc j'aurais aimé que la France, par son humanité, on est le pays des droits de l'homme, et là on a littéralement des gens qui se font bafouer leurs droits tous les jours. Donc ça c'est premièrement. Et deuxièmement, là où je rejoins Abel, c'est qu'on a l'impression que M. Macron, c'est celui avec qui on est obligé de traiter, mais pas envie, quoi. Donc on s'organise entre nous, entre les grands, on fait ce qu'on a à faire entre nous, parce que lui, de toute façon, techniquement, il est hors course.
Et une fois qu'il a boudé, qu'on a vu sur tous les plateaux de télé, Macron nous dit qu'il n'a pas été appelé par les Américains, il n'est pas content, on l'appelle, et allez. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un peu méprisant ce que tu dis, Laura. Excuse-moi, mais d'abord, l'opération telle qu'elle a été décidée, effectivement, d'abord, c'est une opération israélienne, américaine, et d'abord, tu la déclenches de façon à ce qu'il y ait le moins d'États ou de personnes qui soient au courant. Les Britanniques ont été mis dans la boucle. Si tu veux avoir un effet de surprise, et puis ensuite, tu dis voilà, on a déclenché, voilà ce dont on va avoir besoin. C'est pas la première fois, si tu veux. Ça veut dire quand même que la France, on n'est même plus un pays de confiance. Enfin, pardon, avant, tu avais quand même ce triangle, les États-Unis, la France, ou plus ou moins l'Europe. Là, on est complètement évincé, ne serait-ce que des discussions. On traite avec Macron parce qu'on est obligé. Mais tu regardes, quel est l'intérêt géopolitique de Macron depuis ces dernières années ? À part faire des jolis discours, se montrer sur les photos, il n'est d'aucun intérêt ni d'utilité. La mise en place actuelle géographique du Charles de Gaulle est une étape plutôt préparatoire. Là où il y aura un élément grave, c'est si d'aventure, il passe le canal de Suez et va se positionner, tel que l'amiral Coldefield rappelait dans un épisode antérieur, sur la zone passant le Yémen, etc., et sur le golfe d'Oman. Là, évidemment, on serait beaucoup plus impliqué, beaucoup plus exposé, avec des risques majeurs. On a Philippe qui veut en discuter avec les GG. Bonjour Philippe, bienvenue. Oui, bonjour les Bonjour. GG. Qu'est-ce que vous en dites, Philippe, alors ? Moi, je suis... alors déjà, je suis complètement confiant dans la capacité du groupe aéronaval de remplir la mission qui lui sera confiée. Il a la compétence, il a les moyens, il n'y a aucun sujet par rapport à ça, comme le rappelait l'amiral. Moi, ce qui me gêne, et je rejoins là-dessus Abel et Laura, c'est qu'on n'est plus associé en amont aux décisions des grands de ce monde. C'est-à-dire qu'en fait, là, l'envoi du groupe aéronaval pour sécuriser les droits de l'homme, c'est une réaction. La preuve, c'est qu'il était positionné du côté de la Suède. Oui, en Scandinavie, au mer du Nord. Par rapport à une décision qui a été prise par les Israéliens et les Américains d'intervenir. Décision au demeurant quand même, je veux dire... j'ai un doute quand même sur la capacité de notre diplomatie, voire de nos services de renseignement, à anticiper ce genre d'action. Parce que ça fait quand même quelques mois, au moins quelques semaines, que les groupes aéronavals américains sont envoyés et ils ne s'en sont pas cachés. Donc, voilà. Donc, ceci étant dit, moi, ce qui me gêne le plus, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on est en permanence, aussi bien sur un plan géostratégique qu'économique, en réaction par rapport aux décisions qui sont prises par d'autres. Alors, Philippe, restez avec nous, parce qu'on a Yacine qui nous appelle du Var, qui est pisciniste. Bonjour Yacine. Oui, bonjour messieurs. Bienvenue. Bonjour, alors vous y a Yacine, madame aussi. Vous êtes comment? Bonjour messieurs, il y a madame bonjour, aussi. Madame, elle a raison. Bonjour Yacine. Yacine, vous interrogez sur le fait qu'on y aille, quoi, en fait, c'est ça? Ah oui, honnêtement, parce qu'on discute avec mes amis, mes proches, même sur les réseaux sociaux, très honnêtement, personne comprend pourquoi on y va, déjà. Il y a une personne de votre plateau tout à l'heure qui a dit que certainement Macron y va pour montrer qu'il est là, ou je sais pas, mais nous, en tant que Français, on n'est pas fiers d'y aller. Je veux dire, nous, on a tous vu les images qu'ils ont torpillé un bateau à plus de 4000 kilomètres, qui avait rien à voir avec le conflit, qui était là-bas pour un défilé. C'est quand même grave. Le mec, il y va pour un défilé. Et l'Inde est en colère. C'est pas normal. Et là, nous, on envoie notre Charles de Gaulle. Je veux dire, vous voyez, c'est comme si, nous, on tue pas, mais on tend le couteau. Et ça, c'est quelque chose qui nous plaît pas. Ouais. On n'a rien à faire là-bas. C'est pas notre conflit. C'est ce que vous dites, Yacine. Oui. On a assez à faire, je pense, chez nous déjà. On est un bon pays, on a de l'argent, on a tout ce qu'il faut. Il faut travailler déjà chez nous avant d'aller voir les autres. Vous êtes d'accord avec ça, Philippe, ou pas? Écoutez, pour moi, j'entendais certains analystes qui disaient que c'était le plus grand événement depuis la chute du mur de Berlin. Qu'on soit d'une manière ou d'une autre partie prenante dans cet événement et qu'on y participe dans la mesure de nos moyens et de nos intérêts
et notamment de nos accords de défense avec les pays du coin, ça me semble la moindre des choses quand même, parce que quelle serait notre crédibilité derrière si on restait dans notre coin et qu'on disait démerdez-vous, alors que ne serait-ce que par rapport à Chypre et puis par rapport à d'autres pays, notamment des pays du Golfe avec lesquels on a des accords de défense, à qui on prétend vendre des rafales, etc., etc. Donc il y a un moment, les grands événements mondiaux, vaut mieux en être participants et acteurs dans la mesure de nos intérêts et de notre stratégie, plutôt Mais vous savez, Yacine reflète plutôt l'opinion française. Oui, les sondages disent ça. Les sondages disent ça. 46%, les Français disent c'est pas notre guerre, c'est une mauvaise chose ce qu'ont fait les Américains et les Israéliens. Yacine a raison. Enfin, je veux dire, techniquement, c'est pas notre combat, et je peux entendre la colère que peut avoir Yacine, et puis ça peut aussi transpirer d'une certaine peur que le conflit arrive chez nous. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, alors oui, il y a des intérêts, il ne faut pas se leurrer. Monsieur Trump et Monsieur Netanyahou ne sont pas juste des altruistes revendiqués. Il y aura des intérêts pour ces deux pays-là. Maintenant, vous avez quand même des gens qui se font massacrer par dizaines et dizaines de milliers pour juste une opinion. Ils ne sont pas d'accord avec l'idée qu'un État islamiste ou qu'un État religieux prenne le pouvoir de leur pays, et ils sont matraqués, tués, voire lapidés. Donc, il faut aider ces gens-là. Philippe, merci d'avoir été avec nous. Le Charles de Gaulle. Alors, on a posé la question comme ça. Est-ce qu'il doit libérer le détroit d'Ormuz ? Savoir si, dans votre idée, est-ce que Charles de Gaulle doit s'engager ou pas dans le conflit. C'est un oui plutôt majoritaire, 53%, là où le non est à 46%. Donc, il faut que les Français se préparent à se serrer la ceinture, parce qu'il va falloir reconstruire l'Ukraine et reconstruire l'Iran.